avec vous. Et donc, nous commençons la table ronde dont le titre aujourd'hui est Pouvoir et coopération, décentraliser la République dans les territoires. Et donc, pour cette table ronde, nous avons donc la chance cet après-midi d'avoir Jacqueline Gouraud avec nous, qui est donc ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Nous avons également Geneviève Darrieussecq, qui est ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants. Nous avons également Marie-Pierre Védrenne, qui est donc députée européen. Nous avons également Jérôme Sourisseau, qui est président du département de la Charente. Et enfin, avec nous, nous avons Vincent Chauvet, qui est maire d'Autun. Bonjour. Nous allons donc commencer sans plus tarder cette table ronde et je propose à chaque intervenant de bien vouloir commencer leurs interventions. Je passerai tout de suite donc la parole à Jacqueline Gouraud qui a donc 5 minutes pour nous présenter à la fois, si elle en est d'accord, le projet de loi qu'elle prépare sur la décentralisation, les fameux 3D. Et elle peut effectivement aussi nous faire part des contrats actuels qui existent entre les collectivités et l'État. Donc, c'est à vous. Je vous passe la parole. Merci. Pardon, excusez-moi. Je voulais faire démarrer comment dire. Voilà. Pardon, excusez-moi. Je suis à vous. Alors, d'abord, je voulais vous dire que ce petit film qu'on vient de voir est tout à fait formidable et révélateur de, je crois, ce qu'attendent les Français, les citoyens, c'est-à-dire à la fois la proximité et à la fois l'efficacité. Et je commence par cela parce que, au fond, je crois que lorsque le président de la République a annoncé à la suite de la crise des Gilets jaunes une nouvelle loi de décentralisation, bien sûr, c'était pour répondre à ce qu'avaient exprimé les Gilets jaunes, c'est-à-dire ce besoin de proximité, ce besoin d'efficacité. Mais très vite, assez vite, j'ai moi-même ajouté au mot décentralisation les mots différenciation et les mots déconcentration que j'ai ajouté par réaction, par connaissance, je dirais, du terrain. Et toutes les concertations que j'ai pu faire depuis le lancement de ce projet de loi m'ont confirmé dans l'esprit de ce que j'avais annoncé et qui est devenu ce qu'on appelle la loi 3D, voire 4D, puisque le Premier ministre, Jean Castex, a rajouté le mot décomplexification, c'est-à-dire simplification, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que nous sommes déjà dans une république décentralisée. Je le rappelle, c'est inscrit dans la Constitution depuis le début des années 80, et qu'au fond, comme le disait Tocqueville, le peuple français se distingue par sa passion de l'égalité. Et pendant longtemps, on a cru que, au fond, le meilleur garant de l'égalité, c'était l'État, et qu'il fallait, au fond, appliquer partout la même réponse pour assurer la plus grande égalité des Français. Alors, comme je n'ai que 5 minutes, je ne vais pas faire un long cours d'histoire, mais vous savez bien que l'État, au sens très fort de ce que cela représente en France, avec son histoire particulière, un État qui a été lié à la notion de nation, bien évidemment, fait que la population française a ceci de particulier, et vous le savez, vous n'avez qu'à le regarder, ils adorent leur maire, ils adorent leurs pouvoirs locaux, ils sont pour, ils participent aux élections, même si la dernière fois c'était dans un contexte particulier, ils sont épris de liberté locale, ils demandent aussi qu'on respecte l'identité de leur territoire, mais en même temps,
Et vous le savez bien, aussitôt qu'il y a un problème, une inégalité, eh bien, on se tourne vers l'État. C'est un réflexe extrêmement français pour dire que fait l'État, comment ne résout-il pas ces différences ou ces crises entre les Français. Donc, je me permets d'insister là-dessus parce que c'est quelque chose qui est pour moi très fort et la crise Covid l'a en plus montré très fortement. Donc, la décentralisation d'aujourd'hui, comment doit-on la concevoir? Eh bien, on doit la concevoir, j'en suis sûre, certaine, différemment de celle qui a été faite par Gaston Defferre, voire par Jean-Pierre Raffarin, qui déjà avait trouvé, comment dire, certaines difficultés à faire de la décentralisation au sens de faire du terme. Car comme je l'explique souvent, naturellement, quand Gaston Defferre, sous François Mitterrand, a décidé de la décentralisation, on partait d'un État extrêmement centralisé, jacobin. Moi, j'ai connu cette période, bien évidemment, et Jérôme, qui est aujourd'hui président du conseil départemental, on disait général à l'époque, s'il avait été président avant la décentralisation de fer, il n'aurait pas présidé le conseil général. C'est le préfet qui le présidait. Donc, on a changé d'époque avec les grandes lois de décentralisation de Gaston Defferre. Mais comme je le dis souvent, la décentralisation ne peut pas être un mouvement perpétuel. Il y a un moment où on se heurte à l'attente des Français d'un État, enfin, comment dire, d'un État qui assure ses missions régaliennes et qui doit les conserver. Et vous voyez donc que ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est d'abord et surtout voir ce qui peut encore être décentralisé et qui peut être confié aux collectivités territoriales. Alors, je le dis, et ça peut faire partie du débat, que tout le monde, de toutes les strates de collectivités, c'est-à-dire le bloc communal, les départements et les régions, pensent en général qu'ils sont les meilleurs pour avoir la nouvelle compétence qui éventuellement pourrait être décentralisée. Je prends par exemple l'exemple de la transition écologique. Bien, tout le monde se sent le meilleur pour le faire. Donc, il y a aussi le sujet des relations horizontales des collectivités territoriales entre elles. C'est très important. Et puis, je crois aussi qu'il faut, et c'est pour ça que j'avais parlé de déconcentration, je pense qu'aujourd'hui, ce à quoi sont très attentifs les élus français et par voie de conséquence les concitoyens, c'est d'avoir un État réorganisé sur les territoires. Parce que les Français adorent l'État français quand il est déconcentré. C'est-à-dire, les Français sont contre l'État centralisé, jacobin, etc., égal Paris, technocrate, etc. Mais quand vous leur parlez de leur sous-préfet ou de leur préfet, ils sont très partisans d'un État sur les territoires. Mais par contre, d'un État, et vous le savez bien, ils demandent qu'il soit plus lisible. Parce que la période précédente, les 20 dernières années, si je puis dire, ont beaucoup complexifié la présence de l'État sur le territoire, avec les agences qui sont apparues ici ou là, avec des administrations, et dans la crise du Covid, on l'a vu, les ARS qui n'ont aucun lien ou pas de lien suffisant avec les préfets. Donc, il y a aussi le fait de réorganiser l'État, de changer l'État dans sa pratique, dans sa méthode. Et puis, il y a bien sûr la différenciation, et je termine là-dedans parce que je dois déjà être à mes 5 minutes, la différenciation. Ça, c'est très important. Malheureusement, je regrette, comme tout le monde et comme vous tous, que nous n'avions pas fait la réforme constitutionnelle, puisque la réforme constitutionnelle aurait permis de faire une véritable différenciation. Naturellement, là, ce que l'on va faire, c'est qu'il y a déjà un projet de loi organique qui a été voté au Sénat, et je tiens à préciser que le projet de loi organique qui a été voté au Sénat, c'est le texte du gouvernement. Je tiens à le préciser. C'est-à-dire qu'on va passer par une expérimentation qu'on peut faire à, comment dire, à droit constitutionnel constant, mais qui permettra,
puisqu'on met fin à ce côté binaire qui était aujourd'hui, quand vous faites une expérimentation, elle ne peut, au bout d'un certain nombre d'années, être pérenne que si vous l'étendez à l'ensemble du territoire français. Ce que nous faisons dans ce projet de loi organique, c'est qu'on casse ce côté binaire et que si une expérimentation marche à Autun, on n'est pas obligé de l'étendre au territoire, dans tout le territoire français ou en Charente-Maritime, bien évidemment. Ou, pardon, Geneviève, dans les Landes. Et donc, c'est fondamental et par cela, on permet au fond la différenciation qui sera moins large que ce que la révision constitutionnelle aurait permis, mais en même temps qui permettra véritablement de mieux respecter les territoires. Voilà. J'ai parlé combien de temps? Je crois le double, mais c'était important d'avoir un propos vraiment introductif et qu'on ait effectivement le point sur la décentralisation, la déconcentration et qu'on puisse effectivement avoir tous les éléments et aussi la différenciation puisque c'est effectivement le projet de loi sur lequel vous travaillez et on va bientôt travailler aussi à l'Assemblée nationale, le projet de loi organique. Je souhaitais avoir aussi l'avis de Geneviève Darrieussecq, justement sur la question de la déconcentration, puisque le ministère des Armées a une vocation sur le territoire bien spécifique. Et donc, nous serions voilà, très, très contents de pouvoir vous entendre sur ce sujet-là, si vous en êtes d'accord. Mais bien sûr que je suis d'accord. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, tout ce que vient de dire Jacqueline est particulièrement essentiel et l'articulation entre les collectivités, les territoires et les citoyens surtout et l'État, ce sont des enjeux et des enjeux quelquefois difficiles à maîtriser dans certaines zones du territoire par des jeux politiciens, mais qui seraient si utiles de façon apaisée afin que eh bien, les concitoyens soient dans les, enfin, voilà, reçoivent les services maximum et des politiques qui s'occupent vraiment d'eux de façon très positive. C'est le commentaire que je voulais faire après ce qu'a dit Jacqueline. Pour moi, ce que je trouve intéressant de noter, c'est effectivement l'exemple de mon ministère. Mon ministère, il est à la fois très concentré et c'est un ministère régalien et très déconcentré. Très déconcentré sur tous les territoires de France. Peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais c'est le plus grand propriétaire foncier public français, celui qui a alors c'est 270 000 hectares à peu près, et 55 000 bâtiments partout en France, sur tous les territoires de la France. Ce sont des bases aériennes, ce sont des bases navales, ce sont des casernes, ce sont des écoles, ce sont des lycées, ce sont des centres de formation. Et cette présence militaire, en fait, de ce ministère régalien sur tous les territoires est indispensable pour le ministère, bien sûr, parce qu'il faut des conditions d'entraînement particuliers pour certaines unités ou certaines armées, mais il faut aussi des conditions particulières territoriales qu'on retrouve dans les départements qui sont favorables, mais c'est important aussi pour les territoires et pour les collectivités. Et en ne remontant pas si loin, quand nous avons eu le grand bouleversement du livre blanc de 2008 qui a préconisé des évolutions dans nos armées et qui a entraîné des fermetures de bases, des fermetures d'unités, même des fermetures ou des transferts de certaines activités, eh bien, chaque fois, sur tous les territoires, ça a été très, très mal vécu. Les élus ont été très mobilisés pour essayer d'empêcher ces évolutions qui, malheureusement, se sont faites progressivement. Heureusement, le ministère des Armées est remonté en puissance en termes
budgétaire depuis 2017. Heureusement, il y a aussi des évolutions qui sont nécessaires à notre ministère et nous avons stoppé certaines fermetures programmées et nous avons même enrichi certains régiments d'activités qui permettent de redonner du souffle à certains territoires. Et pour tout dire, on voit là que l'action de l'État dans un ministère régalien sur les territoires, la présence de l'État sur les territoires par un ministère régalien est quelque chose qui est d'abord important pour la population, important pour les territoires et important pour les élus locaux. Bien sûr, c'est une coopération qui est permanente avec les maires, permanente avec les intercommunalités, permanente avec les départements aussi, voire les régions quand il s'agit d'industrie de défense. Mais cette coopération permet d'une part de répondre aux besoins des armées. Les armées, ce sont des hommes et des femmes, et des familles, et des enfants. Donc permet de répondre à ces besoins. Et ce sont des crèches, des écoles, des besoins de police. Et les armées permettent aussi de répondre à des besoins des communes, des besoins fonciers, par exemple. Et donc, cette coopération entre un ministère très régalien et vraiment le terrain est absolument essentielle. Donc, je crois que dans cette présence territoriale de nos ministères régaliens, il y a aussi bien une affirmation que la nation, l'État est partout et la République est partout représentée dans ces territoires. Bien entendu, nous avons besoin de poursuivre tout cela et nous sommes en cours de déconcentration de services d'administration centrale, puisqu'il y a encore beaucoup de concentration parisienne en administration centrale. Et là aussi, c'est une volonté forte de la ministre des Armées et nous mettons en œuvre progressivement avec des grands services, par exemple les ressources humaines qui partiront en province, par exemple. Il y a plusieurs exemples de ce type. Et là aussi, tout simplement, ça vient renforcer l'idée que l'on a de besoin d'abord d'assurer la vitalité des territoires, mais aussi de cette relation forte que l'État doit faire grâce à ses ministères régaliens sur les territoires. Alors bien sûr, il y a le ministère de l'Intérieur et la gendarmerie, ils sont partout sur le territoire, et la police, bien sûr, mais les actions ne sont pas les mêmes que le ministère des Armées. En tout cas, c'est la preuve que nous devons continuer à travailler pour continuer d'articuler nos ministères, y compris régaliens, afin que, comme le disait Jacqueline, on n'ait pas le sentiment que tout se passe à Paris, que tout se décide à Paris et que les territoires sont absents de cette réflexion et ne participent pas à la vie de la nation. Est-ce que j'ai fait 5 minutes? Bravo. Bravo, merci beaucoup pour cette intervention qui permet vraiment d'illustrer quelle est l'action d'un ministère sur les territoires et effectivement que les territoires sont aussi acteurs de leur développement. Maintenant, nous allons avoir le regard européen de Marie-Pierre Védrenne, à la fois effectivement sur le fonctionnement européen avec ce fameux principe de subsidiarité. Merci beaucoup de revenir sur cette définition du principe de subsidiarité et de voir effectivement comment peuvent s'articuler les compétences. Ça peut être aussi, ça a été évoqué précédemment sur le biais de la transition écologique par Jacqueline Gouraud. Ça peut être un biais d'explication. Donc, je vous laisse la parole pour 5 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Élodie. Bonjour à toutes et à toutes. Ravie déjà d'être à vos côtés pour parler évidemment d'une question qui est sensible aux oreilles de tous les Bretons. Et je me souviens d'un échange qu'on avait eu aussi avec Jacqueline sur ce point. Et elle l'a bien illustré. Et je voudrais d'abord rebondir avant de répondre sur la question européenne sur un mot qui a été employé par Jacqueline, celui de l'efficacité.
parce que là aussi, c'est vraiment, je pense, l'enjeu. Et il ne faut pas qu'on oublie de dire aussi que l'organisation territoriale, elle doit être au service d'une vision et du construire ensemble. Et je crois que souvent, ça, on oublie de le rappeler, notamment dans ma région, justement pour faire de la politique, peut-être avec un plus petit p et moins avec un grand P. Donc, de redire que justement l'enjeu d'une réforme en termes d'organisation, c'est bien aussi au service d'une politique avec un grand P et des ambitions pour vivre réellement ensemble. Et on sait que justement, elle doit aussi servir, cette réforme, à reconstruire la confiance, bien sûr, comme ça a été dit, entre les élus déjà eux-mêmes et entre les citoyens et les élus. Alors, effectivement, Élodie, tu viens de le dire, il ne faut jamais oublier que l'Union européenne, elle fonctionne sur un principe qui illustre justement tous les enjeux avec ces négociations, c'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'on confie la compétence à l'échelon qui est le plus apte à répondre à la problématique. Et souvent, comme Geneviève vient de le dire, on dit souvent c'est la faute à Bruxelles, à Paris, mais au niveau européen, c'est toujours la faute justement à cette technostructure que serait Bruxelles. On est un peu confronté à la même problématique justement. Alors que, et je vais prendre cet exemple de tous les enjeux relatifs au pacte vert, justement, on voit bien que si on veut être efficace, pour le coup là sur la scène internationale, pour entraîner avec nous des puissances telles que les États-Unis et la Chine, eh bien, on doit avoir une ambition commune. Et cette ambition commune, elle doit être fixée à l'échelle de l'Union européenne. Par contre, pour pouvoir, comme c'était cité dans l'exemple tout à l'heure, sur la rénovation thermique, pour travailler sur les écoles, etc., ben là, ça sera plutôt à l'échelle locale. Et l'Union européenne, il ne faut pas oublier que, bien sûr, elle a des politiques aussi qui sont réellement communes, notamment la politique agricole commune. Et sur justement cette ambition de nourrir les hommes, de travailler pour faire en sorte d'avoir aussi une terre qui soit nourricière, mais une terre qui soit préservée, il faut justement qu'on travaille à l'échelle européenne dans cet enjeu-là. Et là aussi, par exemple, si je prends l'exemple de la Bretagne, où la Bretagne, au travers de la politique agricole commune, mais aussi au travers de la politique de cohésion européenne, a mis en place des mesures agro-environnementales climatiques. Justement, c'est bien parce que ces projets et ces mesures ont été soutenus par l'Union européenne parce que ça répond aux objectifs du Green Deal, mais parce que ça répond aussi aux attentes et aux aspirations des citoyens. Avoir une politique agricole commune qui puisse nourrir tous les Bretons et les Bretonnes, et même au-delà, et qui protège notre terre. Donc, on voit bien que l'Union européenne, justement, elle fixe des grands caps pour pouvoir être efficace sur la scène internationale. Et c'est là où je pense que cette notion d'efficacité qui a été citée, elle est extrêmement importante. Et il faut toujours l'avoir en tête et qui nous permettent de répondre aux attentes et aux aspirations des citoyens. Et dire justement que le principe de subsidiarité, cette notion, elle est essentielle et on l'oublie souvent aussi quand on parle à la fois de la loi 3D, mais à la fois de l'Union européenne, c'est que l'enjeu, ce n'est justement pas d'uniformiser, mais d'essayer d'harmoniser au maximum les choses. Et je pense que c'est une notion, une distinction qu'on ne met pas souvent trop en exergue. Uniformisation n'est pas harmonisation. Et je pense que si on le redit, les gens sont tout à fait capables de comprendre que justement, l'enjeu, c'est souvent d'harmoniser, mais clairement pas d'uniformiser. Et pour ça, la devise de l'Union européenne, justement, elle l'explicite bien, c'est uni dans la diversité. Et la France, c'est aussi un peu ça, c'est uni dans la diversité, mais il ne faut jamais oublier cette unité qui nous permet d'avancer et jamais oublier cette diversité qui est source de richesse et qui nous permet d'aller plus loin. Donc l'Union européenne est un bon terrain, justement, qui démontre et qui peut être le parallèle de la loi 3D, parce qu'on voit bien que sur la scène internationale, on a besoin de cette unité européenne, comme là, sur la scène européenne et sur la scène internationale, on a besoin de cette unité française, mais à des moments, on a besoin de laisser la place à les territoires, parce que je pense que justement, les deux prochains intervenants vont bien le démontrer, les élus locaux, les compétences aussi des collectivités territoriales permettent de répondre aux problématiques, aux attentes des citoyens qui sont extrêmement nombreuses et qui méritent de porter attention à avoir cette ambition commune de tous les échelons pour répondre à la fois au pacte vert et à la fois à retisser cette confiance. Alors, merci beaucoup Marie-Pierre, puisque en plus ça me permet d'avoir la transition parfaite pour
maintenant me tourner vers donc, le président du conseil départemental de la Charente, Jérôme Sorisseau, qui est avec nous. Effectivement, sur ces questions d'harmonisation, d'uniformisation, d'unité, de diversité, finalement, on voit bien que c'est un équilibre qui peut parfois être difficile à trouver, peut-être. Est-ce que vous pouvez donc revenir sur la collectivité que vous dirigez, le département, dans notre organisation territoriale? Il a été un petit peu bousculé ces dernières années. Maintenant, voilà, qu'en est-il aujourd'hui? Et dans un cadre où les régions ont, elles, vraiment eu un périmètre beaucoup plus grand, finalement, au jour d'aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez l'apport du département dans notre organisation? Merci beaucoup. À vous la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer à cette table ronde. Alors, j'essaie de tenir les 5 minutes. Tout d'abord, je crois que, évidemment, le département a démontré ces dernières années son rôle essentiel et stratégique dans le paysage français. Il est certain qu'il y a une dizaine d'années, c'était dans l'inconscient collectif, peut-être un échelon à supprimer. Je crois qu'il faut prendre un peu de hauteur et bien remarquer que les réformes mettent beaucoup de temps à rentrer dans les têtes des gens. On a des collectivités, je pense au département et la commune, qui ont plus de 200 ans. Et ce n'est pas d'un claquement de doigts, quand on crée quelque chose, que ça va rentrer avec une telle légitimité dans l'inconscient collectif. Je l'explique, aujourd'hui, les intercommunalités, on le voit, elles existent, mais en fait, elles existent beaucoup pour les élus. Quand on interroge nos concitoyens, les intercommunalités, c'est déjà un échelon très jeune et en fait, qui n'a pas vraiment encore trouvé sa place dans l'organisation si on dépasse la frange des élus et des responsables consulaires ou de quelques organismes. Donc, il faut vraiment prendre garde et s'appuyer là-dessus parce qu'au moment où la société a besoin de repères, où le repère religieux a disparu au sens religion catholique, par exemple, dans les campagnes, au sens où beaucoup de regroupements d'identités ont disparu, on voit cette volonté de s'identifier à un territoire. On a bien vu quand on a supprimé ne serait-ce que le numéro du département sur les plaques d'immatriculation, ça a fait un choc parce que indirectement, on a besoin de s'identifier. Il faut faire attention parce que quand on enlève ces moyens d'identification, eh bien, quelque part, il y a une recherche d'autre chose et l'autre chose peut être des choses extrêmement négatives pour se retrouver. Donc, c'est un peu aussi ce qui a illustré le mouvement des Gilets jaunes. Donc, vraiment prudence par rapport à ça et confortation de ces échelons de proximité. Les communes, notamment, heureusement, on a arrêté d'obliger à fusionner. On a une démarche aujourd'hui où c'est sur du volontariat et c'est très bien. Et gardons cette démarche-là parce que la commune, c'est le premier échelon où on se reconnaît. Et aujourd'hui, bon, si tant est qu'on leur donne un minimum de moyens pour fonctionner, on verse un RSA, on verse un SMIC, on verse des minima. On ne verse pas de minima pour les collectivités. Et je pense qu'il y a certaines petites collectivités qui aujourd'hui, effectivement, les asphyxient, donc elles sont obligées de trouver des regroupements. Mais on voit ici ou là, parce que je l'ai vécu en Charente, des fusions qui provoquent des manifestations, même dans une commune de 120 habitants. Donc, il faut le prendre en compte. Je pense que ce n'est pas parce qu'il y a 120 habitants que ce n'est pas important. Bref, je m'écarte un peu, je reviens sur le département. Le département, il a montré que c'est un échelon essentiel parce qu'à la fois, il a une posture stratégique, il permet une péréquation interne au département entre des secteurs riches, des secteurs pauvres, des secteurs urbains, des secteurs ruraux. Tous les départements, grosso modo, à part ceux des grandes métropoles, sont composés de cette façon-là. Donc, c'est un département d'équilibre qui redistribue les richesses, qui est complètement identifié dans la tête des gens, ça c'est quelque chose de reconnu, et qui reste à taille accessible, à la fois par le mode de scrutin des élus qui permet encore d'identifier le conseiller départemental, mais aussi parce qu'on n'est encore pas trop loin. Dans notre région, qu'on partage avec Geneviève, une région très grande, qui, je l'espère, demain sera bien mieux présidée qu'elle n'est aujourd'hui, mais dans une région très grande de 12 départements, la taille d'un pays européen, s'il n'y a pas le département, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Là, c'est vraiment une question fondamentale. Donc, je crois que le président de département que je suis aujourd'hui est satisfait parce que ce n'est plus une question. Et on a vu, à travers les différentes crises, combien le département était présent. Je rejoins Jacqueline. Tout le monde attend tout de l'État. Mais en fait, c'est que l'État,
c'est pas encore vraiment coupé de toutes les compétences. Je prends un exemple, on a des soucis évidemment dans les EHPAD en ce moment avec des clusters, etc. On en est rendu où l'ARS, pourtant l'ARS, qui affirme son autorité comme seule organisation légitime, hein, les propos sont assez durs, même si on a des relations courtoises, il ne faut pas aller marcher sur les plates-bandes de l'ARS. Eh bien, pour autant, l'ARS, n'ayant pas assez de moyens, elle demande au département d'aller faire le suivi médical, qui n'est pas une compétence du département, le suivi médical dans les EHPAD, parce qu'elle n'a plus assez de personnel pour faire le suivi là où il y a des clusters. Elle demande aux pompiers d'intervenir ou d'utiliser les moyens des pompiers pour des missions d'État et de santé. Et on s'aperçoit que l'État est présent un peu pour la culture, un peu pour le tourisme, un peu, voilà. Et en fait, cette décentralisation qui a confié effectivement des compétences aux collectivités, elle a un petit bout d'abouti où aujourd'hui, l'État, alors pour le peu qu'on ait un préfet qui ait certaines sensibilités, va essayer toujours de s'occuper de la plupart des politiques. Et donc, dans la tête des gens, c'est vrai que l'État a encore quelque chose à dire. Alors, ce n'est pas la seule explication, c'est plus compliqué. Et Jacqueline, l'historienne, le sait mieux que moi. L'image de l'État en France, il y a tout un tas de choses qui ne changeront pas comme ça. Mais je crois qu'il faut qu'on ose aller au bout d'une décentralisation et qu'à un moment donné, quand c'est une collectivité qui s'occupe de quelque chose, on lui donne un objectif, on lui donne un cadre et on lui laisse. Je pourrais prendre des dizaines d'exemples. On a décentralisé la planification pour l'urbanisme, mais l'État donne les règles, donne les consignes, voire les services de la DDT vous disent où il faut mettre des terrains à construire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on vit localement. Bref, tout ça, c'est beaucoup de choses. On a aussi la nécessité, et là, je le dis parce qu'on est là pour dire les choses, aujourd'hui, on a une difficulté pour les collectivités, c'est qu'on est en train de perdre l'autonomie financière quand même. Et ça, dans le modèle de la décentralisation, c'est un souci. Moi, demain, le département n'aura plus aucun impôt où il est libre de fixer le taux pour se financer des politiques ambitieuses en fonction de ses objectifs, etc. C'est une vraie question quand même sur la décentralisation. Je comprends les réformes de la fiscalité locale. J'y souscris en grande partie pour la plupart d'entre elles, puisque moi-même, je soutiens évidemment le gouvernement. Ceci dit, là, on a une vraie question. Demain, comment une collectivité peut dire j'ai un gros projet, je veux lever l'impôt, ou mon projet est de diminuer les impôts parce que je vais être attractif, etc. Quand aujourd'hui, on va être dépendant uniquement de dotations fixées par l'État. Voilà. Là, je pense qu'on a quand même une question de fond à aborder. Je pense que ça sera trop court dans ce quinquennat, mais c'est quelque chose personnellement qui me déçoit un petit peu parce qu'on voit les limites. Et enfin, un dernier mot, je pense que là où on ne va pas assez loin dans la décentralisation, dans la contractualisation, c'est que l'État, en lâchant davantage ses compétences, doit fixer des objectifs et une évaluation de l'atteinte des objectifs. Aujourd'hui, on donne une DGF, on met des actions cœur de ville, le CPER, le contrat de relance, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. On en discute avec les préfets. Mais on ne se pose jamais la question de dire si on fait tel équipement, c'est pour atteindre quel objectif et comment. Ah, on a un problème de… Vite, on va faire un plan pauvreté avec des objectifs clairs. Pour le département de la Charente, Alors malheureusement, notre intervenant a des problèmes de connexion. Alors, je lui proposerai de reprendre la parole dans un second temps. Merci beaucoup pour cette intervention. Je propose maintenant de passer la parole à Vincent Chauvet et notamment, Monsieur le maire, je crois que vous souhaitiez nous parler également de la question des financements et d'une volonté de voir les financements simplifiés. Ça permettra, je pense, de compléter la vision d'élu local qu'est en train de nous exposer Monsieur Souriceau, qui a donc disparu, mais je pense qu'il reviendra rapidement avec nous. Bonjour Elodie, merci, bonjour Elodie, bonjour à tous, bonjour à tous les adhérents du mouvement démocrate et tous les sympathisants qui nous suivent en ce moment. Effectivement, je vais peut-être poursuivre avec des mots qu'aurait tout à fait pu employer le président Souriceau, de savoir comment
la décentralisation est vécue aussi au niveau financier. Avant de commencer, je voulais rappeler que notre famille politique, le centre, le MoDem, est une famille au cœur, évidemment, de l'Europe, ça a été rappelé par Marie-Pierre, mais aussi au cœur de la décentralisation. Et Valéry Giscard d'Estaing, qui vient de disparaître, a été en ce sens un précurseur, y compris au niveau financier et fiscal dont on parlera, avec la création du comité des finances locales, que les maires connaissent bien, avec la création de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, qui est l'essentiel des ressources des communes, avec la loi de 1980 sur le vote des taux et l'organisation des impôts locaux. Et il a été précurseur ensuite d'autres lois, et le président qui l'a suivi, qui était un peu moins centriste, mais a dit à très juste titre que la France avait eu besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour se faire, mais qu'elle aurait besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. Et aujourd'hui, on l'a dit en introduction, avec les turbulences dans notre société, avec les contestations, avec le manque de confiance à tous les échelons, eh bien, cette décentralisation, cette confiance au territoire, c'est probablement une des clés pour permettre à notre société de ne pas se défaire. Alors, Jacqueline Gouraud a été un peu trop modeste dans son bilan, parce qu'on a déjà eu, et en tant que maire, on a vu les conséquences positives, une loi sur les territoires et en partie la décentralisation ou décentraliser la République, qui est le thème de cet atelier, la loi engagement proximité votée en fin d'année dernière, qui permet par exemple des choses aussi indispensables dans notre société que de permettre à des personnes qui ont des besoins de garde de personnes âgées, qui sont en situation de handicap, des besoins de garde d'enfants, de pouvoir exercer des mandats locaux, une loi qui a donné plus de pouvoir aux maires, et qui a aussi clarifié un certain nombre de points. Et effectivement, on attend avec la même confiance cette loi 3D. Moi, j'aime bien aussi 4D avec la simplification, la décomplexification. La 3D, c'est voir la France en relief, et la 4D, c'est voir la France en relief évoluer en temps réel. C'est ça la 4D. On voit l'image, mais on voit aussi l'image bouger et évoluer. J'aime bien cette idée. Et effectivement, il y a encore des choses à voir, sans rentrer dans les détails, notamment au niveau financier et fiscal. Je ne rentrerai pas dans le débat de savoir si on est plus ou moins autonome, mais simplement faire un constat par rapport aux citoyens, c'est qu'aujourd'hui, le financement des collectivités locales, des communes, des départements, des régions est extrêmement compliqué. Parce qu'il y a une tuyauterie infernale, parce que sur chaque projet, nous avons des subventions de chaque échelon. Alors, moi, je suis d'accord que le département a sa légitimité, la région et d'autres échelons, et l'Europe, mais on en vient parfois, et sur les derniers projets à Autun, ça a été le cas, à avoir des projets qui sont financés par absolument tous les échelons de collectivités, du département, de la région, de l'État, parfois d'agences de l'État, comme l'Agence nationale du sport, de fonds européens qui font qu'aujourd'hui, finalement, on ne sait plus trop qui fait quoi. Et dans cette période particulière du Covid, on a vu aussi un certain nombre de collectivités, finalement, choisir librement leur champ d'action, un peu fouler aux pieds les lois précédemment votées, dont la fameuse loi NOTRe, s'attribuer des compétences très générales qui sont en théorie l'apanage des communes, et intervenir tous azimuts dans la sphère économique, sociale ou sanitaire. Donc là, je pense qu'il y a peut-être aussi un certain nombre de choses à clarifier. Autun, c'est une petite ville, on est membre de l'Association des petites villes de France, et Jacqueline Gouraud nous fait l'honneur de nous entendre prochainement pour voir les propositions qu'on peut apporter. Mais je terminerai simplement pour dire que sur les prochains grands défis qui nous attendent, au-delà de la décentralisation qui est importante, mais notre défi de civilisation, c'est d'abord et avant tout le changement climatique et comment combattre ce réchauffement des températures. J'invite d'ailleurs ceux qui nous rejoignent à regarder ce matin avec Yann Verling, Laurence Farinck du Parlement européen. Il y avait aussi Erwan Balanan, Nathalie Elimas, une table, Richard Ramos évidemment, une table ronde extrêmement intéressante sur
sur l'action des citoyens, du gouvernement, de l'Europe sur le réchauffement climatique. Et je voulais simplement dire que si on veut tenir l'objectif de réduction de l'augmentation à 1,5 degré, c'est-à-dire si l'on veut tenir notre engagement international et moral d'une neutralité carbone de notre économie en 2050, eh bien, tout ne se décidera pas à Bruxelles, tout ne se décidera pas à Paris, et ni dans les préfectures de département, mais ça devrait être vraiment au niveau local, au niveau de chaque communauté locale, au niveau de chaque commune, de chaque quartier, qu'il faudra changer les habitudes. Et je pense que les années à venir seront une période où on aura vraiment et de plus en plus besoin de s'appuyer sur les maires et sur l'échelon local pour résoudre les grands défis de la planète. Merci à vous. Merci beaucoup pour cet éclairage. Nous avons beaucoup de questions de nos téléspectateurs, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on doit dire quand ils nous suivent par YouTube ou Facebook, je ne sais pas, mais en tout cas, vous aurez compris le sujet. Donc, on a par exemple une question, vous avez parlé notamment de l'ARS. Et donc, nous avons une question, excusez-moi, je retrouve le nom de la personne qui a posé la question sur l'ARS. Donc, c'est Dominique Trojani qui nous demande pourquoi ne pas supprimer les ARS. Voilà, donc je vous lance, je ne sais pas qui se propose pour répondre. D'ores et déjà, si… Moi, je veux bien intervenir parce que je pense que c'est à moi d'intervenir. D'abord, la première chose que je veux dire, c'est qu'en plein milieu d'une crise sanitaire, on évite de prendre des positions un peu radicales qui ne feraient que aggraver la crise dans laquelle nous sommes. Les agences régionales de santé existent. Elles n'ont certainement pas été pensées pour faire face à une pandémie, ça je vous l'accorde. Elles ont été pensées davantage comme une organisation comment dire, qui gère la présence de la santé sur les territoires. Mais il est bien évidemment, et beaucoup de questions nous remontent en ce sens, sur le fait que d'abord c'est une organisation régionale et que donc elle est éloignée des citoyens et qu'à tout le moins, et cela commence déjà, il y a des représentants par département qui vont se développer, mais ça ne suffira pas. Moi, je sais personnellement, je le dis là en tant que militante MODEM et en tant que connaisseuse du terrain, il faudra davantage aussi de liens entre les ARS, les élus locaux et aussi les préfets. C'est quelque chose de très important. Et il faut que soient impliqués dans des agences que j'espère départementales davantage que régionales, que soient impliqués aussi les élus dans les gestions de cette agence, comme on a impliqué autrefois des élus dans les conseils d'administration des hôpitaux qui sont devenus des conseils de surveillance et qui ont éloigné un peu les élus. Je pense qu'il y a, et là Olivier Véran le sait bien, il y a une nécessité de revoir tout cela, mais je pense que ça devra se faire bien sûr hors crise, quand la crise sera terminée. Alors, Vincent Chauvet, est-ce que tu es également intervenir? Je vous passe la parole. Oui, simplement, effectivement, pour saluer ce que vient de dire Jacqueline, et puis dire que ces préfets, je crois que c'est toi, Élodie, qui le disais au début, auxquels sont attachés à la fois les élus et les citoyens, institution créée par Napoléon Bonaparte, Autun étant une ville napoléonienne, on ne peut que saluer le symbole, mais aujourd'hui, on dépend de l'État qui ne sont pas sous leur autorité, qui sont un peu indépendants. Et c'est vrai que le préfet étant l'interlocuteur, on a beaucoup parlé du couple maire-préfet, on pourrait peut-être parler plutôt du couple maire-sous-préfet, mais en tout cas, il y a là un vrai point de l'État dans les territoires, c'est plus la déconcentration que la décentralisation, mais en tout cas, c'est le relais territorial de l'État. Eh bien, je pense qu'un certain nombre d'élus, peut-être que Jérôme qui nous a rejoint pourra compléter ce qu'il en pense, mais verrait bien
certains interlocuteurs renforcés dans ses pouvoirs, notamment sur les administrations qui ne dépendent pas directement de lui. Il n'y a pas que la santé, il y en a d'autres aussi qui pourraient avoir un lien plus direct avec le préfet de département ou le préfet de région. Alors, est-ce que Jérôme Sourisseau souhaite intervenir sur ce point? Oui, effectivement, je rejoins complètement ce qui a été dit. Ça allait dans le même sens qu'à un moment donné, il y a eu une vague de dire on supprime les sous-préfectures parce que, bon, à quoi bon sous le sacro-saint, toujours du nombre d'habitants, en fait, qui fait l'alpha et l'oméga de bien des choses en France, et à mon avis, qui ne correspond plus à l'ère du temps. Il doit être corroboré, nombre d'habitants et kilomètres carrés à s'occuper. Et tout de suite, tout d'un coup, on relativise bien les choses. Je crois que maintenant, ça a évolué. Les sous-préfets, on envisage davantage leur suppression en secteur très urbain, dans l'Île-de-France, où effectivement, l'identité du sous-préfet, à mon avis, a beaucoup moins d'importance. En zone rurale, c'est souvent le seul interlocuteur que l'on a, avec parfois des organismes d'État que l'on trouve qu'à l'échelle régionale. Et le sous-préfet peut provoquer ces réunions, peut accompagner pour les projets, est aussi un avocat des projets. Alors, c'est là où on arrive à la limite, parce que le sous-préfet est le représentant de l'État en zone rurale. Il devient aussi le représentant des zones rurales vis-à-vis de l'État. C'est vrai que sa posture est en train de changer, un petit peu, notamment les sous-préfets, je rejoins, c'est assez flagrant. Ils se créent un nouveau métier, en fait, qui est fondamental, mais qui montre aussi à quel point il y a eu un éloignement entre les élus locaux et l'État. Parce que quand le sous-préfet le constate lui-même et qu'il devient l'avocat des élus locaux auprès d'autres directions départementales ou directions régionales, c'est bien que quelque part, on n'a pas pris le bon chemin à un moment donné et l'État s'est retiré de partout par faute de moyens, rationalisation, etc. Donc ça, c'est l'évolution des 30 dernières années dont acte. Aujourd'hui, il reste plus souvent que le sous-préfet sur 80% du territoire. Donc, c'est important de les préserver et c'est sûrement important de réfléchir à l'organisation d'État, de l'État dans les 30 ou 40 ans à l'aune de ces constats-là. Parce que là, aujourd'hui, il y a un goût d'inachevé. Bon, la nature a horreur du vide, tout le monde s'est adapté, on a trouvé d'autres modes de fonctionnement, mais il y a des domaines assez frustrants, enfin, du moins qui créent des frustrations. Voilà. Et je crois que l'État veut bien faire, il y a une volonté de faire confiance aux élus locaux. Les élus locaux sont des partenaires sérieux de l'État, des différents organismes, mais dans les relations quotidiennes, c'est quand même assez compliqué. Moi, j'ai vécu une fusion de l'agglomération que je préside de Grand Cognac. J'ai dû menacer 5 fois de réquisitionner un payeur pour que les payes des 400 agents soient versées, etc. Je pourrais vous citer des exemples de blocage des services de l'État qui sont à l'opposé des discours et politiques ou nationaux que l'on entend, où je crois avec beaucoup de conviction, on veut aider les élus locaux. Mais la traduction locale, parfois, est complexe. On avait aussi la question de Thierry Labelle qui nous dit « Faire confiance au territoire, oui ». Et il ajoute avec un mécanisme de contrat d'objectif avec les financeurs qui ne serait pas inutile. Et ça me permet de revenir sur la question justement de l'évaluation, qui est un thème qui est cher au mouvement démocrate. Voilà, donc sur ce sujet-là, est-ce que l'un d'entre vous souhaite réagir ? Je veux bien dire juste un mot. Aujourd'hui, on a de nombreux dispositifs de l'État. Contrat de relance, contrat de plan pauvreté, diverses actions cœur de ville, etc. Beaucoup de dispositifs qui sont plutôt séduisants, intéressants, mais où finalement, on se fixe des objectifs, mais on ne se fixe pas les indicateurs pour les évaluer. Et c'est assez compliqué. Mais je pense que c'est une démarche dans laquelle on devrait aller aujourd'hui. C'est l'étape sûrement supplémentaire et qui justifierait davantage une différenciation des moyens. Quand je vois mes collègues du département de la Creuse, par exemple, on ne peut pas avoir les mêmes attentes, l'État ne peut pas avoir les mêmes attentes, ne peut pas donner les mêmes moyens d'une formule assez mathématique, si je pense à la dotation globale de fonctionnement, qu'un département comme la Seine-Saint-Denis qui a lui-même ses propres difficultés. Je crois que c'est l'étape aujourd'hui où tout le monde est mûr à ça. Derrière des moyens, il y a des objectifs partagés avec l'État et on doit se donner les moyens d'évaluer. Ce n'est pas l'évaluation sanction, mais c'est l'évaluation aussi pédagogique. L'ancien prof que je suis, voilà, il y a l'évaluation qui permet de dire on est sur le bon chemin, on a atteint, ou cette modalité ne permet pas d'atteindre les objectifs. Je pense que c'est l'étape suivante dans les contractualisations à venir.
Nous avons Vincent Chauvet qui souhaite également réagir. Geneviève avait levé la main, je ne voudrais pas lui couper. Ou elle se... Alors, honneur aux dames, allons-y avec Geneviève. Et après, Vincent Chauvet. Oui, merci. Bon, moi, je vous écoute avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Franchement, je trouve que nous sommes quand même toujours dans des millefeuilles complexes. Que nous y reconnaissons quand nous sommes élus, que nous arrivons à fonctionner avec plus ou moins de bonheur quand nous sommes élus et que nous avons des capacités ou de l'ingénierie ou des capacités autour de nous à faire des dossiers de plus en plus complexes. Et que tout cela n'est pas forcément, n'est pas le signe d'une grande fluidité pour développer les projets des territoires et développer l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Je le dis, bon, nous avons la commune, nous avons l'intercommunalité, nous avons le département, nous avons la région, et bien entendu, avec les grandes régions et la nôtre avec Jérôme est particulièrement grande, il n'est plus question d'enlever un département, bien sûr. Mais nous avons toujours des pays, nous avons toujours des contractualisations qui se font avec des PETR, les fameux pôles d'équilibre territoriaux ruraux. Nous avons toute une forme d'action publique qui se traduit par une complexité en définitive d'interlocuteurs. Quand vous voulez réaliser un équipement culturel, en fait, tout le monde a la compétence culture. Donc, vous faites des dossiers, vous faites des dossiers partout. Vous pouvez même en faire des Européens si vous avez véritablement un projet qui rentre dans les conditions. Moi, je trouve que tout cela est une très, très grande complexité pour les élus et tout cela est un frein à la fluidité, on va dire, de la mise en œuvre de ces dossiers. Je ne sais pas comment un jour nous pourrons améliorer cela parce que, et Jacqueline, je pense qu'elle partage beaucoup de choses avec moi là-dedans, hein, nous qui cherchons à simplifier, à fluidifier, à rendre souples les interactions, les choses sont très complexes et voilà, moi la question que je me pose c'est comment simplifier réellement, que ce ne soit pas qu'un slogan, que ce soit une réalité quotidienne pour les élus et comment faire en sorte que d'ailleurs cette simplification elle soit perceptible par nos concitoyens, c'est-à-dire que nos concitoyens sont capables de dire ah bien ça, telle infrastructure, eh bien, on peut dire que bon voilà, c'est par exemple le département ou c'est parce que à l'arrivée de toute façon que les élus des départements, des régions, voire même l'État qui ont beaucoup financé certaines structures ne se fassent pas d'inquiétude, c'est toujours le maire qui a fait dans une commune, hein, et c'est toujours pour ses concitoyens l'action du maire. Et bon, c'est pour ça que les gens aiment tant leur maire. Et c'est peut-être injuste pour les autres collectivités ou les autres niveaux qui ont participé, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, moi c'est, comme j'ai été quand même élue, j'ai été maire, présidente d'agglomération, conseillère régionale, conseillère départementale, je n'ai jamais vu alors, quand vous avez fait un projet en rue, vous n'imaginez pas ce que c'est. C'est-à-dire, il faut des ingénieurs à tous les étages. Donc, voilà, j'aimerais tant que nous arrivions collectivement à trouver des solutions pour fluidifier tout cela. Alors, ce que je vous propose, puisque le temps tourne, hein, donc je vous invite à être très bref dans vos réactions. Donc, on a Vincent Chauvet, Jérôme Sourissou et Marie-Pierre Védrenne. Si vous pouvez vraiment faire une conclusion voilà, très rapide. Et je laisserai bien évidemment le mot de la fin à Jacqueline Gouraud. Donc, Vincent Chauvet, c'est à vous. Oui, merci. C'est exactement ce que je voulais dire, ce que vient d'exposer Geneviève. Et je le dis d'ailleurs souvent, on paye des gens très cher pour monter des dossiers. Et de l'autre côté, on paye souvent aussi des gens aussi chers pour lire les dossiers et au final avoir une tuyauterie vraiment complexe. Et je pense qu'on arrivera à une vraie simplification quand on aura au final une vraie confiance dans les maires,
ou une vraie confiance de l'État dans l'échelon local, que parfois on considère un peu comme des personnes sous tutelle, où on donnera en bloc au début de l'année une dotation en disant maintenant, débrouillez-vous, vivez avec cette dotation, faites vos projets. Et l'évaluation, elle peut se faire, elle doit se faire au niveau de l'État. Je pense qu'on sera arrivé aussi à un degré de maturité démocratique quand l'évaluation, elle pourra se faire par les citoyens et que les citoyens jugeront si l'argent public est correctement employé ou pas. Et donc, pour conclure, je voudrais citer, comme cela a été fait en introduction, Tocqueville, qui doit nous inspirer et qui dit que c'est dans la commune que réside la force des peuples libres et que les institutions communales sont à la liberté, ce que les écoles primaires sont à la science. Elles la mettent à la portée du peuple. Merci beaucoup. Donc, Jérôme Sourisseau, Marie-Pierre Védrenne et Jacqueline Gouraud. Eh bien, Marie-Pierre, donc. Bon, ben j'espère que Jérôme va pouvoir revenir avant la fin. Du coup, je partage totalement ce qui a été dit par Geneviève, parce que dans mon passé de directrice de la Maison de l'Europe, justement, moi, en tant qu'association, il fallait justement remplir les dossiers pour chaque échelon, et c'était jamais le même dossier, et c'était insupportable. Et en fait, mon métier n'était plus ma mission première, mais était de remplir des dossiers et d'aller faire des rendez-vous avec des administrations pour justifier mes dossiers. Et c'est vrai que c'est un peu incompréhensible et ça crée une part de frustration à la fois vis-à-vis des porteurs de projets, à la fois vis-à-vis des élus. Et donc, c'est important, c'est vrai, de travailler sur l'efficacité, l'évaluation et la simplification. Juste peut-être un petit comparatif européen, parce qu'on aime toujours se comparer en tant que Français. Oui, alors je suis vraiment désolée parce qu'on a déjà les intervenants qui arrivent sur la prochaine table ronde. Non, juste très vite pour dire qu'on voit bien justement l'enjeu d'avancer en termes de différenciation, parce qu'on voit là, pour le coup, à l'échelle européenne, l'efficacité, par exemple, des landes allemands. Et il faut effectivement qu'on avance parce que ça permettra d'avancer. Mais par contre, et pour rejoindre sur ce que disait Jacqueline aussi en introduction, comme ça, la boucle est bouclée, il faut faire très attention aussi dans toute cette ambition et dans toute cette volonté de certaines régions d'avoir un petit peu justement des volontés un petit peu véhiculeuses d'autonomie vis-à-vis de l'État, parce qu'on voit aussi souvent dans l'échelle européenne justement par qui sont portées ces ambitions, souvent par des régions qui ont un PIB beaucoup plus fort que les autres, et on oublie l'essence même justement, c'est la solidarité qu'il doit y avoir entre toutes nos régions, et je pense que c'est important de le rappeler. Alors, juste un mot, je suis désolée pour Monsieur Sourisseau parce qu'on est vraiment très contraint par le temps. On doit vraiment rendre l'antenne. Juste un mot, il y a un vrai enjeu. Aujourd'hui, depuis la fin du cumul, on a quand même deux types d'élus. Il y a les élus nationaux et les élus locaux. Et il y a beaucoup moins d'interaction entre ces deux types d'élus depuis les lois qui ont interdit le cumul. C'est un enjeu très fort pour comprendre comment vivent les collectivités, comment elles évoluent et comment on peut les réformer, les faire avancer. Aujourd'hui, on a encore des élus, et si je parle devant Jacqueline et Geneviève qui ont une vie d'élu local, donc est encore prégnante, elles le savent bien comment ça fonctionne. Ceci dit, les choses bougent vite, et aujourd'hui, au Parlement, il y a moins sûrement cette parole de la vie des collectivités aujourd'hui. Donc c'est un enjeu pour demain, comment faire vivre cette démocratie locale au sens global pour mieux anticiper les réformes, la clarification, puisque je rejoins effectivement tout ce qui a été dit et la grande complexité du système qu'on a réussi à créer et dans lequel on vit aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord, et c'est la conseillère de Bilieu qui vous le dit. Et donc, je passe pour une conclusion, si possible, brève, j'en suis désolée, à Jacqueline Gouraud. J'aurais beaucoup de choses à dire, bien évidemment, à revenir, mais je suis d'accord globalement avec ce qu'il avait dit. Il y a deux choses sur lesquelles je voulais revenir. C'est sur ce qu'on a appelé l'autonomie financière ou l'autonomie fiscale, qui n'est pas la même chose. Et de penser que l'autonomie fiscale est garante de la décentralisation, c'est pas forcément, comme l'a dit d'ailleurs Vincent Chauvet tout à l'heure, c'est pas vrai, c'est une histoire française. Si je compare avec l'Allemagne n'a pas d'autonomie fiscale, elle a une autonomie financière, puisque chaque année, les lenders ont chacun leur budget et se débrouillent avec. Donc, il y a besoin en France, désormais, d'une grande réforme fiscale. J'en suis absolument convaincue dans les relations entre l'État et les collectivités territoriales. Et je dis au passage à Jérôme, avec la conscience que la collectivité qui souffre le plus actuellement est bien sûr le département.
Deuxièmement, on ne fera jamais le jardin total à la française. Je suis persuadée, intimement persuadée de ça. Il n'y a pas d'un côté les collectivités territoriales et de côté l'État. Ça n'existe pas. Et au fond, c'est ce que, au fond, au niveau, Marie-Pierre a dit au niveau de l'Europe et des États membres. Et je pense que l'État et les collectivités territoriales doivent marcher main dans la main. Voilà, pour l'intérêt de nos concitoyens. Chacun dans ses responsabilités, chacun dans ses prérogatives, chacun évidemment dans ses compétences et comme l'ont dit un certain nombre, je crois que c'est Jérôme qui l'a dit, avec d'arrêter d'avoir des doublons. Quand il y a des affaires décentralisées que l'État ne s'en occupe plus, bien évidemment, c'est normal. Mais en tout cas, parfois, et vous entendez des forces politiques dans notre pays et même des associations d'élus qui, en permanence, opposent l'État et les collectivités territoriales, je crois que c'est extrêmement malsain, extrêmement poujadiste et ne peut mener qu'à des difficultés pour notre pays. Merci à tous. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous ont suivis et merci bien évidemment à tous nos intervenants pour cette table ronde. Merci Élodie. Merci à vous. À bientôt.